Sophia, viens saluer ta coépouse. Bonsoir. Elle porte mon fils. La maison est petite mais propre et gérable. Puisque tu n'as pas pu me donner un héritier, elle le fera. Tu dois être fatigué, laisse-moi t'apporter de l'eau. Tu cuisineras pour elle, tu nettoieras pour elle. Elle porte le roi de cette maison. Sophia, ce ventilateur est trop lent, augmente la vitesse. La télécommande est juste à côté de toi. J'ai dit augmente! Merci, la grossesse n'est pas facile, tu ne peux pas comprendre. Tu devrais boire plus d'eau, cela évite les gonflements. Tu conseilles qui? Une femme qui ne peut pas mener une grossesse à terme? Laisse-moi te dire une chose, cette maison changera dès que mon fils arrivera. Les choses passeront différemment, tu ne seras plus la patronne. Es-tu sûre? Oui, Idriss l'a déjà dit, après mon accouchement nous rénoverons ou peut-être devrais-tu simplement partir. Discrètement avant que mon fils commence à appeler une autre femme maman. Ne te stresse pas, le stress n'est pas bon pour le bébé. Tu es trop silencieuse, c'est suspect, tu réfléchis trop. Habitue-toi à me servir, après tout tu n'as pas pu donner un enfant à ton mari. Profite de l'attention pendant qu'elle dure. Le dîner est prêt. Ça sent bon. Est-ce que c'est épicé? Doux comme tu l'aimes. Quoi, tu ne l'aimes pas? Je n'aime pas. N'a-t-elle pas dit qu'elle n'aime pas le piment? Ce n'est pas pimenté. C'est juste bizarre, je ne peux pas manger ça. Sophia va préparer autre chose pour elle. Elle est enceinte. Tu veux autre chose? Peut-être des nouilles ou de l'igname frites? Quelque chose comme ça. Sois rapide. Bien sûr. Merci. Sauf? Désolé, vous vous êtes trompé de maison. Non, c'est bien la maison. Non, c'est bien la maison. Sophie, mais qu'est-ce qui se passe ici? Soupe au poivre, je l'ai vue dans ton salon enceinte. Oui, c'est tout ce que tu as à dire? Personne ne m'a remplacé. Alors pourquoi agis-tu comme une bonne à tout faire dans la maison de ton père regardant le film? Ce n'est pas Netflix. Qu'est-ce que tu prépares le dîner? Sophie, tu dois quitter cet homme. Tu es encore jeune, bébé, je sais ce que je fais. Viens dîner, bientôt la vérité sera révélée. S'étendait en courbe serrée autour du marché central. Les maisons étaient serrées, peintes en terre battue ou en couleurs vives, et le vent perfide portait parfois des rumeurs plus vite que la pluie. Dans une ruelle au bord du marché se trouvait la maison de Cato, un modeste bâtiment aux murs ocre appartenant à une famille dont l'apparence sociale se revendiquait. C'était la demeure où tout se jouait où, depuis quelques mois, une nouvelle épouse avait pris place. Sophie était coépouse, discrète et douce, née d'une famille de commerçants. Elle avait épousé Idriss par convenance, non par amour, et avait apporté dans la maison la patience comme seul présent. Sa coépouse, Maya, était flamboyante, irrépressible, elle riait fort, commandait fort, et s'était imposée comme reine de la maisonnée. C'est Maya que l'on voyait gouverner, annoncer la venue d'un enfant comme on proclame l'avènement d'un héritier. Idriss, le mari, était un homme sobre, souvent absent, absorbé par son petit commerce. Souvent il rentrait tard, écoutait et ne changeait rien. Mais derrière les rires et la cuisine odorante, quelque chose grondait. Les voisins parlaient à voix basse. On murmurait que Maya attendait, depuis longtemps, que son ventre s'arrondissait, qu'elle était consacrée. Sophie gardait le silence parce que le silence lui avait souvent servi d'armure. Pourtant, chaque regard, chaque commentaire l'effleurait comme une épine. La famille d'Idriss commençait à la regarder différemment, moins d'accueil, plus de condescendance. Sophie faisait le ménage, préparait les repas de Maya, et la regardait recevoir compliments et cadeaux. Les paroles de la belle-mère Lala étaient comme des ordres, laisse les choses être, Sophie. On ne dispute pas l'honneur d'un foyer. Un soir, alors que la maisonnée ruminait, une visite inattendue arriva. La mère de Sophie, venue de la ville voisine, posa son panier sur la table et regarda longuement sa fille. « Tu as l'air plus maigre, dit-elle. Et tu dois te protéger. N'écoute pas les moqueries. » Sophie accepta la visite comme une bouée. Sa mère, Fanta, était sage et avait toujours dit, dans les maisons où l'on aime, on prend soin. Mais elle ne pouvait rien contre la dynamique de la maison d'Idriss. À l'extérieur, Kawala bruissait d'histoire. Un soir, dans la boutique de tissus non loin, un vendeur crut bon d'insinuer, si Maya réussit à avoir un fils, imagine le prestige. Sophie frissonna, se demandant si l'enfant, s'il naissait, changerait réellement la hiérarchie.
Avant que le chaos ne commence, il faut savoir qu'il existait au-delà du village une ancienne pratique, perpétuée par quelques femmes de la forêt de Namba. Les talismans, les potions et les rites se transmettaient comme des recettes de famille. Maya, avant son mariage, avait rencontré une femme étrange, une voyante nommée Zara, qui lui avait promis un avenir. Zara avait un basané trop foncé, de longs doigts, et un rire sec. Elle vivait sur la lisière, où les arbres se mouvaient comme des mains. Maya, consumée par son désir d'être mère et d'affirmer son rang, avait discuté avec la voyante. Elle avait apporté une mèche de cheveux d'une connue, une offrande d'insécurité. Zara avait souri, « Tu veux un fils ? Le village t'en donnera un. » Elle nota la date sur une feuille et fit un signe vers la lune. Sophie ne savait rien de ses secrets. Sophie priait, elle, au temple de la rue principale, offrant des bougies pour la paix et la longévité. Les dieux lui rendirent son silence en sourires médisants. Les premiers signes vinrent vite. Maya fut bien vite enceinte, ou du moins la rumeur le disait. On organisa un repas pour célébrer et ce fut un repas où le sel et le sucre furent mis plus généreusement que d'habitude. À table, Maya parlait de l'enfant comme si déjà il dirigeait la maison. Sophie servait, retenue, coupant silencieusement les légumes et préparant un plat pour la femme enceinte. Quand Maya se leva pour demander la main d'Idriss, Sophie sentit un malaise se glisser comme une ombre. La nuit où Maya remarqua un sifflement au vent, elle se réveilla en sueur. Elle crut reconnaître un chant lointain. Zara murmura des conseils par message apporté par un messager, « N'oublie pas d'être douce. Offre-lui du sommeil. » Et Maya offrit à Sophie de l'huile parfumée, en affectant la générosité. Sophie accepta, naïve. L'huile sentait le clou de girofle et quelque chose d'autre, plus ancien. Contenu dans un secret qu'elle ne devait pas divulguer, par fierté et par peur. Les jours se transformèrent en semaines, les semaines en mois. Maya sembla aller bien. Sophie, quant à elle, sentit son propre corps fléchir une faiblesse, une incapacité. Elle ne pouvait plus porter d'enfant, un diagnostic ancien que seule sa mère connaissait. On l'avait soumise jadis à des tests et à des espoirs qui s'étaient éteints. Sa douleur était contenue dans un secret qu'elle ne devait pas divulguer, par fierté et par peur. Et pourtant, en ville, des bruits de foire rapportaient des faits étranges, un pot de terre avait explosé en plein marché, des poules avaient refusé d'incuber, et une vieille femme avait prédit la chute d'une maison. Certains accusaient la sorcellerie. Certains accusaient la jalousie. Les langues se délient quand la peur s'installe. Le soir où Maya entra en travail prématuré, le chaos s'installa. La famille se précipita. On appela les sages-femmes, puis le docteur du dispensaire municipal. Les contractions s'intensifièrent, et dans le silence lourd de la maison, l'attente devint une épreuve. Les murs semblaient retenir leur souffle. Quand la sage-femme examina Maya, elle déclara que tout était normal, mais que le travail stagnait. Les heures passèrent. On tenta les remèdes traditionnels, tisanes, compresses, prières. Hydre resta impuissant, allant et venant, parlant à voix basse au téléphone, cherchant un miracle. Sophie se tenait à l'écart, avec ce mélange d'émotions qui la dévorait, jalousie, solitude, compassion. Elle se surprit à murmurer un souhait pour la mère et l'enfant. Elle voulait que tout se passe bien. Mais à mesure que la nuit avançait, l'atmosphère se chargea d'une lourdeur invisible. Ce qui suivit fut lent et implacable. Après que les heures eurent filé, la sage-femme, inquiète, demanda qu'on fouille la maison. Quelque chose interfère, confia-t-elle. Lala, la belle-mère, et quelques voisins cherchèrent des signes, amulettes cachées, herbes étranges, morceaux de tissu. Derrière une commode, sous une pierre, on trouva un paquet. C'était petit, enveloppé dans un linge noir. À l'intérieur, une poupée d'écorce, un petit récipient d'huile, et une mèche de cheveux ressemblant à celle de Sophie. La découverte fit vaciller l'air. Les visages se fermèrent. Qui avait voulu nuire ? Qui avait introduit cette chose ? La poupée d'écorce portait des marques, des nœuds, comme si elle cherchait à attacher quelque chose au cœur d'un destin. Sophie sentit la terre se dérober sous ses pieds. Des doigts invisibles semblaient avoir tracé un chemin entre la poupée et sa vie. Qui ferait cela, sanglota-t-elle. Maya balbutia qu'elle n'en savait rien. Mais quelqu'un dans la foule murmura le nom de Zara,
et d'un coup la vérité commença à pointer comme une lame. Zara fut convoquée. La voyante arriva. Abonne-toi pour suivre l'intégralité de l'histoire